Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes dans l'émission Espoir Diaspora et dans cette émission, nous sommes épaulés depuis un certain temps par un réseau, le réseau dénommé Talitha Koum. Nous recevons aujourd'hui la sœur Free Françoise Abena, elle est religieuse NDA, avec elle nous allons vous entretenir sur l'importance de ces réseaux, son existence, son combat, sa lutte. Ma sœur, bonjour. Bonjour, Monsieur Pierre. Comment vous allez? Ça va bien et chez vous? Super, ça va super bien. Talitha Koum est un réseau constitué de religieux et religieuses. Un réseau qui est né au niveau de vos supérieurs hiérarchiques qui ont voulu qu'on continue le combat de Talitha Koum. Quel est le combat de Talitha Koum? Et puis de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de Talitha Koum? Merci pour l'invitation et merci pour la question. Le réseau Talitha Koum, comme vous venez de le signifier, est un réseau international de la vie consacrée. D'accord. Voilà, donc l'Union des supérieurs générales qui ont participé à une session plénière à Rome du 6 au 10 mai ont pris conscience d'un phénomène qui était sur le terrain, l'exploitation des femmes et tout ça. Donc, elles se sont mises ensemble pour lutter aux côtés des organismes déjà sur le terrain, en passant par la sensibilisation pour éradiquer le phénomène de la traite. Donc, nous parlons de plus de 800 congrégations religieuses qui se sont engagées à mettre leur personnel et leurs ressources financières pour éradiquer ce réseau. Voilà, donc, c'est vraiment mettre fin à cette situation de traite de personnes. Voilà. Est-ce que vous pensez que ça va être possible? Est-ce que c'est possible d'éradiquer ce fléau? Vu la complexité du problème qui est posé quand on parle de maltraitance, quand on parle de traite. On veut espérer, mais on sait qu'on peut faire quelque chose pour réduire un tant soit peu cette situation que les hommes, les femmes, les enfants vivent à travers le monde. Comment est-ce que vous avez rencontré le réseau Talitha Koum? Comment moi j'ai rencontré le réseau Talitha Koum? Ma congrégation, les Sœurs Notre-Dame des Apôtres, font partie de cet ensemble de supérieurs générales qui ont voulu que Talitha Koum existe. Donc, elle faisait partie, donc au niveau de la Côte d'Ivoire, de notre province. Ma supérieure provinciale faisait partie d'ici, donc en remplacement pour continuer un peu les activités de Talitha Koum. C'est comme ça que j'ai connu Talitha Koum. Je suis allée à une rencontre. On vous a désigné? Oui, ma supérieure m'a désigné d'aller représenter mon institut dans ce réseau en Côte d'Ivoire qui commençait à naître un peu. Donc, c'est comme alors, ça. c'est fermé ou c'est ouvert aux autres congrégations? Si, c'est ouvert. J'ai dit c'est le réseau international de la vie consacrée. Et on sait que quand on parle de vie consacrée, c'est les religieux, les religieuses, c'est vraiment ouvert. Sans exception. Sans exception. Sans exception. Oui. Alors, à l'heure actuelle, quels sont ceux qui répondent présents quand on fait l'appel au cours des sessions Talitha Koum? Au cours des sessions Talitha Koum, on trouve nos sœurs, nos dames de la paix. Qui ne va pas parler d'elle-même d'abord? Le contraire pourrait étonner. On parle des sœurs, nos dames de la paix. On parle des frères mineurs capucins. On parle également des sœurs des 5 heures de Jésus et de Marie. Les sœurs Xavier, ce sont elles qui ont vraiment débuté cela en Côte d'Ivoire. Les sœurs Marie Consolatrice, les sœurs de l'Annonciation de Coni, les pères jésuites, les Focolari, les pères SMA de la Société des missions africaines et l'apostolat de la mère des migrants, les sœurs de Jésus au temple qui nous ont rejoints tout dernièrement. Voilà un peu celles qui militent avec nous. Il y a des laïcs aussi qui participent déjà à ce groupe-là, ce réseau-là. Alors, qu'est-ce que ce réseau-là cherche à faire concrètement sur le terrain? Bon, nous, en Côte d'Ivoire, notre mission, c'est de sensibiliser. On travaille beaucoup sur la sensibilisation et la formation des membres du réseau. Donc, on a déjà fait des sensibilisations sur nos paroisses, des sensibilisations dans des écoles. Quand vous dites des sensibilisations sur nos paroisses, quand vous arrivez sur une paroisse, qu'est-ce que vous avez eu à dire? Quel était le message? On profite d'abord d'un créneau.
on a participé à une activité où les jeunes célébraient, au moment où il y avait la Covid, on ne pouvait pas faire de pélé sorti hors de la paroisse. D'accord. La paroisse a organisé un pélé sur place et nous sommes venus toute la journée. On a fait une conférence. Non, Ah oui, on a fait une projection de film sur la question de l'immigration et puis de la traite. On a invité une jeune fille qui a vécu la traite pour un témoignage. Aussi, un jeune garçon aussi qui a vécu l'immigration pour le témoignage. Nous sommes allés en Carrefour pour réfléchir et on est venu faire une mise en commun. On a parlé du réseau. Ils ont posé des questions. Il y avait certains qui étaient même sur le point de faire cette immigration clandestine. Donc, ayant entendu le témoignage, ils nous ont rapporté que ça nous a sauvés. Donc, pour nous, c'est très important, cette question de sensibilisation. Parce qu'on pense toujours que c'est quelque chose de loin, ça ne peut pas nous atteindre, alors que c'est tellement sournois. Donc, c'est bon de faire écho de toutes ces réalités-là auprès des jeunes, parce que c'est vraiment les jeunes qui veulent partir sans dire à quelqu'un, sans chercher à savoir ce qui se passe et tout ça. Donc, nous travaillons beaucoup sur la sensibilisation et sur la formation également. 2 mots-clés sortent de votre dernière intervention, immigration et puis maltraitance. Non, traite. Immigration et traite. Alors, c'est quoi la différence entre les deux concepts ou les 2 mots? Immigration, c'est le fait de... L'immigration, c'est le fait de partir d'un endroit à un autre. Voilà. Ça peut se faire dans son pays même. Oui, on peut partir de son village, de son campement au village, de son village à la ville. Mais l'immigration... De sa ville aussi à une autre ville. À une autre ville. L'immigration, c'est quand elle devient clandestine, c'est-à-dire on rentre dans un territoire dont on n'a pas les papiers qu'il faut pour y aller. On passe par des raccourcis. On voit beaucoup sur les ondes, à la télé, les gens qui meurent sur l'eau. Donc tout ça, là, c'est de l'immigration clandestine. Parce que normalement, on ne peut pas voyager de l'Afrique à l'Europe sur un petit bateau pensant arriver à destination. Donc, je dis toujours, on appelle ça voyager à pied. Quitter son pays pour aller en Europe, en Espagne, à pied, parce qu'on fait donc les bords, on fait les routes, et puis après on prend la Méditerranée qui elle-même est tellement vicieuse. Alors donc ça c'est l'immigration clandestine. Quand on n'a pas vraiment... Mais cette immigration clandestine se fait quand on n'a pas les moyens, pour certains. Il y en a qui ont les moyens aussi. On n'a pas les moyens pour certains, je me dis, tout ce que les gens demandent... Je vais aller en Europe. Et puis, je demande à une agence ou bien à quelqu'un qui me dit, moi, je peux vous aider à aller en Europe, mais 10 millions, 20 millions. On dit, mais pourquoi c'est si cher? On dit, non, mais arrivé là-bas, vous allez payer 20 millions pour les études. Et puis, il y a quelqu'un qui est à côté qui dit, moi, avec seulement 2 millions, je vous fais voyager. C'est tentant. Oui, c'est vrai. C'est tentant, moins cher, mais... au bout, on peut y perdre la vie. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux gens ou n'est pas encore arrivé à ce niveau-là? Bien sûr, on travaille déjà dans ce sens-là. Quand tu veux voyager, il faut vraiment bien se renseigner. Où tu vas, chez qui tu vas rester, tu as des adresses, ainsi de suite. Mais ce qu'on constate, on veut partir en Europe, en Afrique, on ne veut pas dire à quelqu'un, quand je vais arriver là-bas, je vais dire que je suis bien arrivé. Et on va tomber dans les mains des trafiquants. Tu n'as dit à personne en partant comment on peut te chercher. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider? Donc, vraiment, dis aux jeunes, il faut parler, il faut se renseigner, il faut être prudent. Il faut parler, il faut se renseigner, il faut être prudent. Oui. D'accord. On va dire qu'il faut se renseigner, qui va être donc le premier élément à mettre en avant de faire toute action, avant d'entreprendre toute action. Il faut se renseigner. Il faut savoir comment on fait pour aller dans le pays, sur le continent où vous voulez aller. Qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est demandé, tout est sur le net aujourd'hui. Et donc, il faut avoir les informations par soi-même déjà, ou bien se faire aider par une personne mieux outillée.
Je dis toujours, il y a des spécialistes pour chaque corps de métier. Pour voyager, c'est une agence de voyage qui peut prendre toutes les informations pour vous et puis qui peut vous orienter plus tard, quand elle a fini, quand elle a épuisé ses cartouches, vous orienter vers les ambassades des pays que vous voulez visiter, qui pourront vous dire, allez sur notre site pour avoir les informations qu'il faut pour être la bienvenue ou le bienvenu dans notre pays et puis savoir ce que vous allez pouvoir faire sur ce pays-là. Vous avez dit qu'il faut parler. Vous êtes en train de nous dire que on doit changer notre mentalité d'Africain qui dit, si jamais vous dites à quelqu'un que vous êtes en train de voyager, vous vous apprêtez à prendre l'avion ou bien à voyager, vous allez mourir. Ou alors votre voyage ne va pas réussir. On n'a pas dit non plus de prendre le micro et de parler pour dire, bon, je voyage. Mais on a des personnes de confiance qui peuvent nous aider. Ah, j'ai un projet, qu'est-ce que tu en penses? La personne peut te conseiller. Si elle ne peut pas, elle peut t'orienter vers quelqu'un, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est dans ce sens qu'on parle de parler. Il ne faut pas aller faut pas quitter sans que personne ne soit au courant. J'imagine que vous avez certainement des témoignages qu'on aura le temps de découvrir plus tard dans nos différentes émissions, dans nos différentes rencontres, où des personnes ont été sauvées de justesse parce que une tierce personne restée au pays qui n'avait pas leurs nouvelles, alors que chaque semaine ou chaque mois avait de leurs nouvelles, a pu donc entreprendre les courses pour qu'on puisse les libérer et les sauver d'une situation de maltraitance ou de traite en tant que telle. Ça, c'est au niveau de l'immigration. Maintenant, vous parlez de traite. C'est quoi la traite? Comme ça. Après, vous allez venir avec vos mots, vos gros mots, tout ça. Mais là, dites-nous comme ça, là, voilà, de façon très relaxe. Qu'est-ce que vous entendez par traite? Qu'est-ce que j'entends par traite? On dit il y a traite quand il y a le transport d'une personne qui a été manipulée sous la base d'un mensonge en vue d'un profit. Qui ne profite pas à la personne mais à une autre personne. À une autre personne. C'est ça qu'on appelle la traite. Moi, tu me dis, je te donne un exemple. On vient au village, on vient trouver ma maman, on lui dit, ah, ta fille ne va pas à l'école, hein. Je vais l'envoyer à Abidjan, je vais la mettre à l'école, elle va devenir une grande personne, une bonne personne pour t'aider. On prend la personne du village. Concernée. On vient au village. On est venu la prendre. Elle est venue en ville. Maintenant, elle vient en ville. On ne la met pas à l'école. Elle vend du matin au soir. On ne lui donne pas. Ce qu'elle gagne, on empoche tout. On voit le transfert de la personne du village en ville sous la base du mensonge, puisqu'on a dit à ses parents, c'est pour son éducation. Mais on voit que ce n'est pas cela. À la fin du travail, elle ne profite pas de son travail. Elle est exploitée. Le but final, c'est l'exploitation. Si la personne est exploitée, ça rentre dans le cas de traite. Et c'est pareil pour les cas à l'extérieur. Bien sûr, la Côte d'Ivoire, en Europe. Ça, c'est courant. Hein. Je dis toujours, quelqu'un qui me dit, mon frère Pierre, prends ton enfant pour aller en France. Moi, j'ai quoi pour aller en France? Je vais accepter. Mais là, si j'accepte là, ce qui va se passer derrière l'eau là-bas, là, je ne peux pas. Je ne peux pas gérer. Donc, on n'est pas à l'abri, en fait, comme vous l'avez dit au départ. Donc, on doit faire attention. Mais comment est-ce qu'on peut se méfier de son propre sang? C'est votre frère, c'est votre cousin, c'est votre tante, c'est votre fils. C'est vrai, on ne peut pas se méfier. On fait confiance à son propre sang. En Afrique, on se dit, il ne peut pas faire ça. Mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est justement ces personnes-là qui font ça. Et c'est ça qui fait que c'est tellement difficile, quoi. C'est un membre de ta famille. Et après, quand tu constates ça, tu ne peux pas faire de poursuite parce que c'est un membre de ta famille. On dit, bon, en famille, bon, on laisse. Et ça ne va pas loin. On ne pourra pas s'en sortir. Je me souviens d'une histoire, il y a cela 25 ans, 30 ans, une dame qui a travaillé sous le couvert d'une personne, une tierce personne, qui se trouve être sa propre cousine.
en France. Donc, elle arrive là-bas, elle arrive à Paris, et puis elle dit non, t'inquiète pas, j'ai mes papiers, j'ai de nouveaux papiers, j'ai ma carte de séjour, je ne sais pas trop le thème, mais tu vas travailler avec mes premières pièces. Parce que sans ces documents, vous ne pouvez pas être salarié, on ne peut pas vous embaucher, on ne peut pas vous déclarer. Et elle travaille sous le nom de la dame. Donc, on va prendre un exemple. Moi, je travaille sous le nom avec les papiers de Free, Sœur Françoise. Et puis, l'argent part sur le compte géré par Sœur Françoise. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc, j'ai de l'argent. Je vais encaisser mon argent un jour, et puis la dame me dit, vous n'avez rien. Va te plaindre où tu veux. Ce n'est pas une personne d'une autre ethnie, genre on est tous de la Côte d'Ivoire, non. Même sans cousine, tu ne peux pas te plaindre. Vous appelez le village ou bien la ville ou le pays de naissance, vous vous expliquez, mais on ne peut pas comprendre, oui, c'est ta soeur. C'est ça, il faut être prudent. On ne peut pas ne pas faire confiance, mais il faut être prudent. Comme la situation que vous venez de dire, nous avons eu un témoignage comme ça quand nous étions à une formation au Burkina. La fille a été vendue par son petit ami. Il l'a fait rentrer dans la prostitution. C'était son petit ami, elle l'aimait, ils vivaient ensemble, mais il l'a fait rentrer dans un truc de prostitution. Une autre fille, c'est son oncle, qui lui a dit, j'ai un ami qui cherche une secrétaire, comme tu as un BTS en secrétariat, je voudrais que tu ailles travailler. Elle était enthousiaste, ils ont fait les papiers, mais elle se retrouve à être exploitée. Quelque part, c'est au Koweït, pas Koweït de Yopougon, mais vraiment au Koweït, quoi. Par son oncle, le frère de sa mère. Elle a pu rentrer après avec beaucoup de difficultés, mais on n'a pas pu avoir de poursuite contre cet oncle-là. Il est de la famille. La famille dit non, laissez. Et ça continue. Parce qu'il est de la famille. Parce qu'il est de la famille. Là, il faut que les membres de cette famille se rendent compte, à un moment donné, il faut frapper du poing de la table. Il faut pouvoir repréciser les choses. C'est de la famille, c'est vrai, mais si on ne pense pas à la famille avant de faire du mal, de traiter, de maltraiter ou de briser son propre sang, on va où? Donc le combat de Talita Koum, là, c'est un combat de changement de mentalité aussi. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on vienne avec des arguments pour aider les gens à comprendre et à apprécier le combat pour que les mentalités changent. Parce que si on reste toujours dans cette affaire d'impunité, c'est compliqué à gérer. C'est sûr, vous avez raison. Et donc, Talita Koum, actuellement sur le terrain, votre rôle, c'est lequel? Sensibiliser. Oui, par tous les moyens. Sensibiliser, former, éduquer, éveiller la conscience des uns et des autres. Attention, ça existe. Et on vit ça au quotidien. C'est parce qu'on n'en parle pas. Sinon, ça existe. Bon, là, nous avons des auditeurs qui nous écoutent. Comment ils peuvent savoir que c'est d'eux qu'on parle, c'est de leur situation qu'on parle? D'abord, la cible sont d'abord ces jeunes dames-là, oui. Ou ces jeunes gens. Vous avez été pris au village par vos parents, par l'entremise d'une tierce personne, ou alors vos parents même ont appelé. Vous dites, je vous envoie mon fils ou ma fille. Sur la base de la famille, des liens familiaux. Donc, allez-y. Et puis, arriver sur place, ce pourquoi le jeune homme ou la jeune fille ou l'enfant est arrivé, c'est pas ce qu'il fait. Il faut que les parents, moi je dirais que les parents cherchent à savoir où l'enfant est. Quelqu'un est venu prendre ton enfant, ça fait 1 an, 2 ans. On t'appelle seulement pour te dire tout va bien. À un moment donné, il faut venir voir toi-même. Il faut venir voir de toi-même. Qu'est-ce qui se passe? Si quand on t'appelle au téléphone pour te dire que tout va bien, si c'est vraiment réel. Si c'est pas réel, quand tu vas venir dans la maison, là, tu sauras si on maltraite ton enfant ou pas. Tu sauras.
Et souvent aussi, on est un peu complice. Hein? Si la dame t'envoie 5 000 francs de temps en temps, tu dis, ah, ça va là-bas. Ça va là-bas. Alors que ce que ton enfant souffre là-bas, c'est des miettes qu'on t'envoie. Et on te dit, tout va bien. Elle n'a pas voulu aller à l'école. Donc maintenant, elle est à la maison. Tu ne cherches pas à savoir. Tu fais confiance aveuglément. Et les gens profitent de ça. De l'adolescence, de la jeunesse, de votre enfant et de sa fraîcheur, d'ailleurs. C'est ça, oui. Voilà, donc, Talitha Koum, c'est donc ça, éveiller les consciences. Donc ça, c'est quand on cible les personnes maltraitées. Mais qu'est-ce qu'on peut dire à ces personnes-là qui se rendent responsables de maltraitance des autres, de traite des autres? Ceux qui pensent qu'ils font bien parce qu'ils sont en train de sauver quelqu'un d'une situation de précarité. Vous êtes allé chercher quelqu'un qui était dans sa situation de précarité, c'est vrai, mais qui s'y plaisait et qui n'avait rien demandé. Vous venez lui dire, venez, on va vous aider, et puis en cours de chemin, vous changez de mentalité ou vous changez d'objectif pour cette personne. Moi, je dirais à cette personne que ce sont aussi des êtres humains. Est-ce que tu accepterais que l'on traite ton frère, toi-même tes enfants de la sorte? C'est ça, c'est ce qu'on peut leur dire. Voici le message fort de Talitha Koum en attendant donc de revenir avec un gros bagage. Voilà, parce que ceux-là, Talitha Koum, ils se préparent et puis viennent avec un bagage linguistique pour nous embrouiller avec de gros thèmes. Mais en fait, le message clair, le voici. Donc, tous pour Talitha Koum, pour permettre donc à la maltraitance de reculer, à la traite humaine de reculer également. Et au cours de nos différentes émissions, on aura le temps de revenir sur les différents cas de traite humaine, les différents cas d'immigration clandestine qui peuvent tuer, les conséquences de l'immigration clandestine, qui peuvent tuer nos propres enfants, et puis faire attention, quelle attitude avoir avec nos amis de Talitha Koum. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.